Weekend sur Radio J, comme tous les matins, vous le savez, nous sommes ensemble jusqu'à 9h et le lundi, nous avons le plaisir d'accueillir notre correspondant à New York City. Sébastien Lévy est avec nous. Bonjour Sébastien. Bonjour Elena, bonjour à tous. Et ravi de vous retrouver ce matin pour une nouvelle semaine. Vous suivez pour nous l'actualité aux États-Unis. Alors ce matin, on va parler de la personnalité très clivante d'Elon Musk. Elon Musk qui ne peut pas être président, c'est ce qu'a déclaré hier Donald Trump en réponse aux critiques du camp démocrate, alors que de multiples voix parmi les démocrates dénoncent l'influence grandissante du milliardaire Elon Musk sur Donald Trump. Le président élu qui doit donc entrer à la Maison-Blanche dans quelques semaines, a rappelé hier lors d'un meeting que son acolyte ne pouvait pas devenir président des États-Unis car il n'était tout simplement pas né dans ce pays. Alors, d'abord, est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous pensez de ces déclarations et faire un petit point, parce que d'ailleurs c'est le thème de votre chronique aujourd'hui, Sébastien. Oui, en fait, ce qui est très intéressant, c'est que Donald Trump ait senti l'obligation de recadrer d'une certaine façon un peu Elon Musk, parce qu'il y a un petit discours qui monte en ce moment sur l'influence grandissante d'Elon Musk. Alors d'où ça vient ? Ça vient du fait d'abord que Elon Musk a joué un rôle très important pendant la campagne, d'abord à partir de l'été en particulier, où il a été le plus gros donateur privé de Donald Trump, avec environ 250 millions de dollars financés, qu'il a donné pour la campagne de Trump. Il a joué un rôle ensuite pendant la transition en ce qui concerne un certain nombre de nominations, où il a en fait utilisé X, dont il est le propriétaire, pour donner en fait son imprimature ou son opposition à certaines nominations. Et puis également, on a déjà vu une certaine forme de diplomatie parallèle. Il a rencontré par exemple les Iraniens à New York il n'y a pas longtemps. On l'a vu à l'occasion de la réouverture de Notre-Dame. Il était là comme une espèce d'invité d'honneur. Mais ce qui a vraiment, je pense, déclenché le fait que Trump soit senti obligé de recadrer de cette façon un petit peu Elon Musk, c'est que vous avez eu un petit psychodrame la semaine dernière à Washington, où vous avez eu, en fait, sans rentrer dans les détails, vous avez eu un accord entre le président de la Chambre des représentants, qui est républicain, avec le chef de la majorité, pour l'instant démocrate au Sénat, pour finalement voter ce qu'on appelle une résolution qui permettait d'assurer le paiement des fonctionnaires, pour éviter le shutdown dont on a beaucoup parlé en France, pour voir si c'était comparable ou pas. C'était un accord assez technique. Et là, vous avez eu mercredi dernier Elon Musk qui a dit « cet accord est une abomination, il est hors de question de le faire voter ». Et là, vous avez eu tout Washington, en particulier les élus républicains qui comptaient voter ce texte, qui ont commencé à dire « non, mais finalement, on va peut-être pas le voter ». Trump ensuite était à la remorque d'Elon Musk de dire « oui, ce texte est inacceptable ». Vous avez eu pendant 2-3 jours des doutes sur le fait si ce texte allait être voté ou pas. Finalement, ils ont trouvé un compromis. Mais en tout cas, ça a montré évidemment le poids très très important d'Elon Musk et le rôle en fait qu'il joue aujourd'hui dans la démocratie américaine, avec des élus républicains absolument pétrifiés de devoir finalement voter entre guillemets contre Elon Musk, plus encore que de voter contre Donald Trump. Donc ça dit beaucoup de choses, et il y a pas mal de critiques en ce moment qui disent qui est le vrai président ? Est-ce que Trump est le président ou est-ce que c'est un coprésident ? D'où le recadrage fait par Donald Trump. Alors vous parlez effectivement de l'énorme puissance financière d'Elon Musk. C'est ce qui explique en partie ce rôle omniprésent auprès de Donald Trump ? Oui, alors en fait, Elon Musk, alors on l'a dit, énorme donateur, mais c'est plus que ça. Elon Musk, c'est une puissance médiatique avec X, environ 350 millions d'usagers dans le monde, et aujourd'hui un algorithme qui va vraiment en faveur, je dirais plutôt des thèses de la droite, mais c'est aussi une puissance technologique avec Tesla, quasiment une puissance militaire avec SpaceX, avec SpaceX. Vous avez également le satellite Starlink, donc on est quasiment dans le militaire, puisque il a décidé à un moment donné de le mettre à disposition de l'Ukraine. Finalement, il a conditionné cela. Il y a eu aussi des impacts par rapport à Israël, puisqu'il y a aussi l'utilisation de Starlink. Il y a un certain nombre d'Israéliens qui ont dit attention, dans quelles mains ça va tomber, en fait, quelles sont les informations, si jamais nous on transmet des informations aux États-Unis, est-ce que ça peut être utilisé par Starlink ? Moi, je suis pas un grand spécialiste de ces questions-là, mais vous avez vraiment un éventail de puissance extrêmement fort d'Elon Musk, qui est aujourd'hui l'homme le plus riche du monde, avec environ une fortune de 450 milliards de dollars, fortune j'ai parlé de 250 millions de dollars qu'il a donné à la campagne de Trump, fortune qui a quasiment doublé
depuis l'élection de Trump. Donc ça a été un retour sur investissement pas mal parce qu'il a investi 250 millions de dollars. Il se retrouve avec 250 milliards de dollars de fortune en plus. Donc c'est un rapport de 1 à 1000. Donc c'est un investissement qui est pas mal. Donc c'est vraiment une puissance absolument gigantesque et qui pétrifie tout le monde à Washington, en particulier les élus républicains, mais aussi ses concurrents de la tech, mais aussi ses concurrents médiatiques comme le propriétaire du Washington Post, Jeff Bezos, qui est à la fois un concurrent de la tech et un concurrent des médias. Et vous avez énormément de gens qui disent aujourd'hui, pour se faire respecter et pour être dans les bonnes grâces de l'administration Trump, il est important d'être ami avec Elon Musk. Je rajouterai un point. Aujourd'hui, Elon Musk a un certain nombre d'ennemis et clairement, il veut aujourd'hui abattre le gouvernement canadien de Trudeau, britannique de Starmer et social-démocrate. Il roule aujourd'hui pour l'AfD, le parti d'extrême droite en Allemagne. Donc ça a également un impact diplomatique absolument gigantesque. Donc il est quasiment aujourd'hui tout puissant et sa puissance dépasse même les États-Unis. Donc on est dans une forme finalement, selon vous, de coprésidence avec Donald Trump. Elon Musk est le coprésident de Donald Trump. En tous les cas, il a un poids absolument gigantesque, c'est du jamais vu. Donc on n'a pas véritablement de modèle, on peut pas véritablement comparer ça à quoi que ce soit dans l'histoire politique, même des États-Unis. Vous avez toujours eu beaucoup d'argent, on en a parlé dans cette chronique, vous avez toujours eu le poids de l'argent, mais là on est dans autre chose parce que l'influence de Musk dépasse de très très loin uniquement l'influence financière. C'est vraiment une influence qui est multiforme, donc on est dans autre chose. Et oui, on peut parler aujourd'hui d'une coprésidence. En tous les cas, c'est un axe d'attaque très très fort de la part des démocrates qui disent attendez, Donald Trump a été élu, il a gagné sans aucun problème. En revanche, personne n'a élu Elon Musk. Quand on sait qu'Elon Musk va se voir conduire une mission qui est de se couper un tiers des dépenses publiques américaines, ce qui est l'équivalent de 600 milliards d'euros en France. Vous imaginez si le budget était coupé de 600 milliards et que cela a été donné à un milliardaire comme Bernard Arnault. Vous imaginez un petit peu ce que ça veut dire aujourd'hui dans le respect de la démocratie américaine. Alors jusqu'où ça peut aller, Sébastien, cette histoire finalement ? Alors, ça peut aller, je dirais que ça peut aller jusqu'à le fait que ce soit une présidence qui soit privatisée où finalement les intérêts privés priment sur les intérêts du pays, avec notamment d'autres milliardaires qui se disent écoutez, je veux être aussi dans les bonnes grâces, donc moi aussi je veux faire un petit peu ce qu'Elon Musk a fait. Ça peut être finalement demain qui finalement offrira le plus à Trump. C'est surtout le poids gigantesque que peut avoir un Musk, par exemple finalement de tuer d'autres fabricants de voitures électriques, par exemple, de tuer la société de l'espace, par exemple, de Jeff Bezos, qui est le propriétaire donc d'Amazon. Donc vous pouvez avoir finalement une reprise en main de la société américaine avec les intérêts privés de Musk qui priment. Donc évidemment, ce sont des conséquences gigantesques. Je ne pense pas qu'on en arrivera là pour une raison simple. On en a parlé finalement au tout début de cette chronique. Il y a une chose que Donald Trump ne supporte pas, c'est d'avoir quelqu'un qui prend plus la lumière que lui. Et on peut penser qu'aujourd'hui, ça n'est pas par hasard d'ailleurs que les démocrates attaquent Elon Musk là-dessus, parce qu'il est fort possible qu'à un moment donné, Donald Trump ne supportera pas de dire qu'il est un coprésident ou un vice-président. Et on peut penser qu'à un moment donné, Donald Trump mettra beaucoup plus de là. Il a envoyé un premier signal, un premier coup de semonce ce week-end. À mon avis, il ne va pas s'arrêter là parce qu'il ne supportera pas. Ce ne sera pas véritablement par respect des normes démocratiques qui peut-être à un moment donné dira à Musk d'arrêter, mais en revanche, le patron c'est Trump et Trump ne supportera pas que quelqu'un prenne le devant. Donc, on verra comment Musk va jouer un petit peu de son pouvoir, mais s'il en joue trop et trop fort, ça risque de lui retomber dessus assez vite. Alors, une question s'impose aussi, Sébastien, si un bras de fer s'impose entre Elon Musk et Donald Trump, qui pourrait gagner ? Est-ce qu'on a une idée de la cote de popularité d'Elon Musk au sein de la société américaine ? Alors, en tous les cas, lorsque vous interrogez véritablement les Américains, clairement, alors j'ai plus les chiffres en tête, mais clairement, il y a une défiance envers le fait que justement les intérêts privés prime sur les intérêts du public. Donc il y a une certaine défiance. Il y a aujourd'hui plus un étonnement qu'autre chose, mais clairement, Elon Musk n'est pas très populaire aujourd'hui. Il est admiré, il est respecté, il est même craint, il est surtout craint. Mais en revanche, vous n'avez pas une grande cote de popularité. Et puis surtout, personne ne l'a élu. Donc je pense qu'il y a quand même une limite au pouvoir d'Elon Musk. Vous avez de façon intéressante aujourd'hui un certain retour de bâton pour ses affaires. Donc ça aussi, ça peut l'inciter peut-être à mettre un peu la pédale douce. Par exemple, vous avez une hémorragie des utilisateurs de X. Vous avez
avez, parmi les utilisateurs de Tesla aujourd'hui, vous avez énormément de gens, notamment dans les villes démocrates, qui mettent des autocollants en disant « J'ai acheté cette Tesla avant que Musk, en fait, ne pète un plomb », je schématise. Donc, vous pouvez avoir aussi un retour de bâton là-dessus. Donc, il peut y avoir aussi le fait de désavouer Musk par ses affaires, donc à la fois donc sur Twitter, mais aussi sur ses voitures. Donc, là aussi, je pense que par rapport à l'opinion publique, il faut aussi qu'Elon Musk, sans doute, fasse extrêmement attention parce qu'à un moment donné, le retour de bâton pourrait être brutal. Et puis, n'oublions pas une chose, Trump aura le pouvoir fédéral à sa disposition et il peut aussi, demain, casser SpaceX, casser X, si véritablement Musk va trop loin. Alors, et ça, Musk le sait. Question courte, réponse courte, Eva Soto. Sébastien Lévy, est-ce qu'Elon Musk dessine est le pionnier d'un nouveau type de pouvoir en parallèle du pouvoir politique ou même capable de supplanter le pouvoir politique ? C'est toute la question aujourd'hui qui se pose et qui anime énormément d'analyses de la démocratie américaine. Encore une fois, on est dans du jamais vu. Ça n'a jamais eu lieu. Il est possible effectivement qu'on aille vers une privatisation de la présidence. À titre personnel, je n'y crois pas parce que je pense qu'il y a encore peut-être des garde-fous qui l'empêcheront. Et puis surtout, pour moi, le principal garde-fou, c'est Donald Trump qui ne supportera pas de voir à un moment donné d'être vu comme une espèce de copilote d'une présidence privée. C'est paradoxalement, et c'est le grand paradoxe, j'ai beaucoup parlé de la menace sur la démocratie américaine que fait peser Trump. Paradoxalement, dans ce cas précis, la mégalomanie de Trump pourrait même préserver un peu la démocratie américaine. La guerre des égos. Merci beaucoup Sébastien Lévy. Exactement. Merci d'avoir été avec nous. On vous retrouve avec grand plaisir chaque semaine et bien sûr en podcast sur notre chaîne YouTube. À la semaine prochaine.